Bonjour les sixièmes, nous allons travailler aujourd'hui sur la notion de désert de peuplement. Alors si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en cours, le désert de peuplement, ce sont les espaces où il y a le moins de monde. Donc on va essayer de trouver un petit peu les raisons qui expliquent à chaque fois pourquoi il y a peu de monde dans certains espaces. Et bien entendu, c'est trouver soit des transformations, des adaptations, des aménagements qu'on peut essayer de faire pour malgré tout y vivre, puisque ces espaces ne sont jamais totalement vides. Donc nous avons vu 4 grands types de désert de peuplement. Nous allons nous intéresser aux uns aux autres, les uns après les autres. En 1, nous avons parlé des déserts chauds. Alors les déserts chauds, c'est ceux que vous connaissez le mieux, leur nom vient justement de désert de peuplement ou désert de peuplement vient de désert. Ce sont le Sahara, ce seront le désert d'Arabie, ce seront le grand désert d'Australie pour les principaux. Bien entendu, il y en a d'autres, on peut avoir le désert de Mojave aux États-Unis, il y en a tout un tas. Dans ces déserts, la première chose qui pose problème, c'est bien entendu la chaleur. Il fait très très chaud en journée. Par contre, attention, il fait très froid la nuit, même il peut geler. Donc c'est pas uniquement la chaleur ou le froid qui vont poser problème dans ce type de désert, c'est aussi ce qu'on appelle l'amplitude thermique. Votre corps doit avoir une température constante de 37 degrés. Il doit s'adapter pour rester toujours dans cette zone-là, ce qui fait que vous transpirez quand vous avez trop chaud, pour vous rafraîchir, et quand vous avez trop froid, vous brûlez des graisses et du sucre pour vous réchauffer mécaniquement. Le problème, c'est que nous, dans l'année, dans un climat tempéré comme le nôtre, ça se fait relativement bien, puisque les températures augmentent progressivement et redescendent progressivement. Donc on s'adapte de façon assez fluide. Dans ces zones-là, en une journée, le passage du jour à la nuit, la chute ou la montée de température est énorme. Il peut y avoir un différentiel thermique qui peut aller de 30 à 40 degrés en quelques minutes. Et ça, le corps, c'est très mauvais pour lui, nos organes souffrent, et c'est très difficile pour nous de rééquilibrer notre température en permanence. Donc, c'est une raison qui explique pourquoi il y a peu de vie dans le désert. C'est la première. Les hommes du désert essaient de s'adapter à ce genre de choses, notamment les Touaregs. Ils vivent dans des tentes. Comme ça, ils ne vivent pas trop dans les périodes chaudes ou les périodes trop froides. Ils vont se déplacer ou vivre au petit matin ou à la tombée de la journée pour être sûr d'avoir les températures les plus clémentes. Ils vont aussi avoir tendance à porter des robes complètes, des robes couvrantes, et même le visage peut être couvert. L'intérêt, c'est de moins sentir le soleil, c'est aussi de moins subir le réchauffement de votre cerveau, ce qui provoque des hallucinations, ce qu'on appelle tout communément les mirages. Par exemple, voir une oasis dans le désert. Cette technique permet finalement de moins souffrir de la chaleur. De la même manière, eux, pour se protéger un petit peu de la chaleur, ils vont boire des boissons qui sont relativement chaudes pour rééquilibrer légèrement leur température corporelle. Au lieu d'être à 37,2, ils vont être à 37,3, 37,4, ce qui fait qu'ils vont sentir un tout petit peu moins, finalement, le différentiel de température extérieure par rapport à la chaleur de l'air. Nous, en été, on fait souvent l'inverse. On boit très froid avec des glaçons. C'est un peu une erreur parce qu'on rafraîchit notre corps, ce qui fait qu'on sent encore plus la différence. Et bien entendu, on transpire encore plus. Alors dans le désert, on essaie de transpirer le moins possible. On peut consommer des petites quantités de sel, ça depuis très très longtemps, pour justement garder l'hydratation au fond de soi. Il faut aussi pouvoir s'hydrater le maximum. Donc on a besoin d'eau. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'eau dans le désert, mais elle est profondément sous le sol. Donc il faut aller le chercher. La technique numéro 1, la plus simple, il peut y avoir des moments où ça effleure le sol, ce qu'on appelle l'oasis. C'est un lieu de vie dans le désert, justement. Vous pouvez avoir quelques arbres autour, ou parfois c'est une simple flaque d'eau. Donc automatiquement, les nomades qui se développent et qui se déplacent dans le désert vont d'oasis en oasis, les protègent au maximum et s'assurent qu'elles soient en bon état. L'autre technique, c'est de percer la croûte, de percer ce qu'on appelle un puits. Le problème, c'est que c'est la pression qui va faire remonter l'eau vers la surface, et dès qu'il n'y a plus de pression parce qu'on attend trop longtemps ou parce qu'on fait trop de puits, l'eau montera moins. Donc les grandes réserves d'eau qui sont piégées sous la croûte terrestre, on ne pourra jamais tout récupérer. Ça coûte cher, ça demande beaucoup d'aménagement, beaucoup d'énergie, de technologie bien entendu, ce qui fait que ce n'est pas forcément simple pour les populations qui vivent dans ces zones-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut préserver cette eau, la rendre potable, parce qu'elle n'est pas forcément toujours. Autant le sable a tendance petit à petit à filtrer l'eau, mais il arrive que parfois elle soit quand même suffisamment souillée pour qu'on ait besoin de la laisser décanter. Donc c'est encore une adaptation qu'on va pouvoir avoir. Les animaux, il y en a beaucoup dans le désert, contrairement à ce qu'on pense aussi, il y a de la vie. Parce qu'eux aussi vont faire comme les hommes, c'est pour ça, finalement l'homme s'est inspiré de la nature. On va avoir tendance à se cacher le jour, s'ensabler au maximum, consommer l'eau où on peut, tout simplement. Et petit à petit, on va donc pouvoir s'installer dans ces zones-là. Là, vous avez les principaux problèmes et des solutions possibles qu'on adapte dans le désert. La dernière chose sur laquelle on ne peut rien faire quand on est dans un erg, les déserts de sable, c'est qu'on ne peut pas construire de façon stable dans le sable. Donc c'est difficile de construire finalement de manière très très solide.
À ce titre d'exemple, ça veut dire que les villes du désert sont généralement construites directement sur des oasis. Dans les déserts de règles avec de la roche, le problème est sensiblement le même, le désert en moins, simplement il est difficile de s'y installer. En plus, on pourrait avoir les problèmes de tempêtes de sable, d'animaux dangereux, tout ça fait que la vie dans ces zones-là est relativement compliquée. Deuxième type de désert de peuplement important, ce qu'on appellera les déserts froids. Les déserts froids, nous on a noté principalement ceux qui sont le plus visibles, l'Antarctique, le Groenland, la Sibérie, le nord du Canada. Des zones qui sont en apparence recouvertes de neige, de glace, qui sont relativement hostiles. Là encore, la vie est très compliquée. Pourquoi? Parce qu'il fait très froid. Alors autant l'été, les températures peuvent monter, notamment en Sibérie ou dans le nord du Canada, mais globalement l'hiver, qui dure très longtemps, les températures sont froides, sont généralement bien en dessous de zéro. On peut avoir un ressenti parfois jusqu'à moins 50 degrés. Donc cela, c'est très compliqué, d'autant plus que le sol lui-même est gelé, ce qui fait qu'il est difficile de faire de l'agriculture, voire quasiment impossible. De la même manière, les plantes, c'est très dur pour elles de pouvoir finalement faire pousser leurs racines, donc elles ont des racines très très courtes, d'autant plus que l'air étant tellement gelé, les précipitations, donc les pluies, la neige, la grêle, s'arrêtent de tomber. Ce qui fait que souvent quand on voit du gel ou de la neige dans ces zones-là, ça peut être des choses qui sont là depuis plusieurs centaines d'années. Donc, le manque d'eau fait que les plantes peuvent difficilement faire leurs racines, peuvent difficilement finalement chercher les nutriments. De plus, la zone d'ensoleillement est beaucoup plus courte. Il y a des périodes qui peuvent être totalement plongées dans le noir une partie de l'année, où il y a ce qu'on appelle la saison végétative, la période durant laquelle les plantes ont suffisamment de soleil pour pouvoir se développer, faire beaucoup de photosynthèse. Là, c'est très réduit. Nous, en Europe, ça commence au printemps, ça se termine en automne. Dans certaines zones des déserts froids, ça peut se limiter à quelques semaines dans l'année. Donc les plantes sont généralement très rabougries, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas d'arbres, on ne peut donc pas les couper pour pouvoir se chauffer. Il n'y a pas beaucoup de nourriture pour les herbivores, donc ça veut dire que la vie est aussi limitée sur place. Le manque d'arbres, je vous disais, comme on ne peut pas se chauffer, qu'il y a un manque finalement de moyens pour se chauffer, automatiquement, on peut dire que ces déserts de peuplement froid sont ceux qui sont les plus invivables et les plus finalement inadaptés à l'être humain. La preuve, on en a parlé, en Antarctique, on n'a que quelques centaines finalement, grand maximum de scientifiques et de militaires en permanence, mais ils font des missions de 2-3 mois. 6 mois grand maximum. Généralement, ils arrivent avec un bateau de ravitaillement qui amène de l'énergie pour se chauffer, pour pouvoir faire fonctionner les machines, de la nourriture, et ils repartent quand il y a le prochain bateau ou le prochain avion de ravitaillement qui amène la suite. C'est à peu près la seule solution pour vivre dans ces zones-là, mais on peut vivre que de façon temporaire. Le réchauffement climatique pourrait changer ça, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, parce que je vous rappelle que sous le sol et sous la glace finalement de ces zones-là, on a aussi beaucoup de bactéries, on a beaucoup d'épidémies qui ont été congelées depuis très longtemps, donc automatiquement, s'il y a un dégel, ça veut dire qu'elles pourraient ressortir. On peut malgré tout avoir quelques petites adaptations pour vivre sur place. La plus connue, c'est celle des Esquimaux. On se sert du sol gelé en se déplaçant à traîneau, ou alors on vit dans des igloos, ce qui fait que les blocs de glace qu'on va empiler les uns sur les autres vont faire que l'air que vous avez dedans, vous le réchauffez avec votre corps, et c'est votre corps qui va vous permettre de tenir à l'intérieur. Voilà pour le deuxième foyer de désert de peuplement. Maintenant, on va s'intéresser au troisième bloc. Troisième type de désert de peuplement, les déserts verts. Alors les déserts verts, nous on a travaillé sur l'Amazonie. Si vous cherchez sur l'ensemble de la planète, les 3 principaux déserts verts, ce seront l'Amazonie, le bassin du Congo et l'île de Bornéo, avec ses forêts primaires, c'est-à-dire des forêts qui datent de la préhistoire, qui n'ont pas été totalement coupées et qui ont repoussé depuis. Ce sont les 3 grandes dernières au niveau de la planète. Il y en a quelques petits pochetrons par-ci par-là, mais c'est relativement rare. Ces déserts de peuplement, le premier souci, c'est que comme les arbres sont très très hauts, il y fait très sombre en permanence. Les arbres sont couvrants, ce qui fait qu'on a difficilement la lumière du soleil qui passe à travers. Donc il fait très sombre en dessous, et donc les nouvelles plantes poussent difficilement elles aussi. À part de très grands arbres ou des fougères adaptées à l'humidité, vous n'avez pas grand-chose. Pour que de nouveaux arbres poussent, il faut qu'il y ait un arbre qui meure. De la même manière, ce sont des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. Donc automatiquement, les feuilles ne tombent pas, ne se décomposent pas, le sol est très pauvre. Donc pour l'agriculture, c'est pas quelque chose qui est très très intéressant. Autre problème, la chaleur qui vient du soleil, il y a les rayons de la lumière, il y a les rayons qui nous réchauffent, les rayons UV, passent à travers la couverture des arbres, mais s'affaiblissent petit à petit. Et quand ils touchent le sol, si on gardait toute la chaleur du soleil, la planète serait brûlée. Normalement, la Terre agit comme un miroir et renvoie vers le ciel la chaleur. Sauf que là, c'est piégé petit à petit par les arbres, ce qui fait que ça se répercute
à l'infini à l'intérieur de la forêt. Donc l'air est étouffant, il est chaud, en plus il pleut beaucoup, et ça les feuilles au contraire vont permettre de passer, donc chaleur plus humidité, l'air vraiment ça vous prend à la gorge, c'est difficile de respirer à l'intérieur. Et un air qui est chaud plus très humide, ça permet de développer un certain nombre de bactéries, ou des petites choses que nous on connaît en Europe au niveau de l'été, c'est-à-dire nos copains les moustiques. En Amazonie, ces moustiques sont beaucoup plus gros, beaucoup plus voraces, et peuvent être porteurs de certaines maladies. Malgré tout, il y a beaucoup de vie à l'intérieur de la forêt amazonienne. Ces animaux, ces végétaux fournissent une biodiversité extrêmement forte qui nous sont très utiles, notamment pour les plantes, pour tout ce qui est pharmacopée, donc pour faire nos médicaments, donc on a besoin de ces zones-là. Automatiquement, comme il y a beaucoup de pluie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des inondations, donc c'est pas possible de s'installer partout, il faut se mettre sur les espaces en hauteur. Ce qui veut donc dire que les animaux qui s'y réfugient aussi, il y a une concurrence entre les terrains de chasse des animaux et les espaces où l'homme va s'installer. Et ça peut être source de nuisance aussi à un moment ou à un autre. Dernier gros problème, comment s'adapter? L'être humain il va avoir tendance à couper les arbres. Initialement, ce sont les populations indigènes, comme elles s'appellent elles-mêmes, qui vivent dans des clairières. Ils vont défricher un petit peu, quand il n'y a plus assez de production, ils vont plus loin, puis laissent la nature reprendre ses droits. De nos jours, c'est plus la même chose, on défriche massivement, soit pour avoir du bois, soit principalement pour récupérer des terres agricoles. Le souci, c'est que ces terres agricoles, elles vont être très très fertiles pendant quelques années, alors quand je dis quelques années, c'est 3-4 ans, et puis après elles vont commencer à plus rien produire. Ce qui fait que les hommes, pour se faciliter le travail, mais aussi pour produire beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Des feux de forêt, vous en entendez parler tous les ans dans les médias. Donc on fait ce qu'on appelle finalement de la culture sur brûlis, on laisse se développer les feux, sauf qu'on peut en perdre le contrôle, que la forêt est dévastée à ce niveau-là, pour que les arbres repoussent, il faudra énormément de temps, et puis surtout, ça va vous fournir des cendres qui vont vous rendre le territoire très fertile, certes, mais pour une période relativement courte à nouveau. Donc les populations qu'on installe sur place sont souvent livrées à la misère très rapidement, et ce sont les grosses multinationales qui vont récupérer les terres derrière pour en faire ce qu'ils veulent, notamment des plantations. C'est ce qu'on pourrait avoir sur la forêt de Bornéo, avec la culture d'huile de palme, qui va détruire la forêt primaire, qui est très sensible au feu, et qui détruit toute la biodiversité qui est sur place. Donc, on voit que c'est assez compliqué de vivre dans cette zone-là, même si c'est faisable. On le fait, même si écologiquement, ça a des conséquences. Quatrième zone de désert de peuplement, les déserts de montagne. Les montagnes, c'est plus compliqué pour y vivre. Nous, notre cas le plus extrême, c'était bien entendu l'Himalaya, avec l'Everest, qui est sa montagne emblématique. Alors, vivre dans les montagnes, c'est plus compliqué. Pourquoi? Première chose, plus on monte dans la montagne, plus il fait froid. Ça, c'est physique, tout simplement parce qu'on se rapproche de l'atmosphère, donc les chaleurs restent vers le bas à ce niveau-là. On se rapproche trop de finalement des perditions. Deuxième problème, les pentes. Trop de pentes fait qu'il est compliqué de construire une maison de façon simple. C'est comme quand vous étiez petit, vous dessiniez les maisons en bâton, là elles seraient penchées, ou alors ça veut dire qu'il faut creuser la montagne et faire notamment ce qu'on appelle des terrasses. Et ça peut demander beaucoup d'énergie, ça peut être coûteux et ça peut être assez compliqué. Troisième problème, bien sûr, quand vous montez, l'atmosphère commence à se raréfier. Il y a moins d'oxygène, ce qui fait qu'on respire plus difficilement et le corps doit s'adapter. Par exemple, si je vous montre le cas le plus extrême, la capitale la plus haute du monde, la capitale de La Paz, est une ville où il n'y a pas de pompiers, pour une raison toute simple, il n'y a pas assez d'oxygène pour que les incendies puissent se développer. La population aussi à La Paz a généralement un cœur plus épais que celui du commun des mortels, parce qu'il faut qu'ils arrivent à puiser plus d'oxygène dans un air qui est beaucoup plus plus faible à ce niveau-là. Donc toutes ces raisons poussent que c'est compliqué de vivre dans les zones de montagne, mais il y a un avantage, plus on monte dans la montagne, plus les précipitations vont augmenter sous forme de pluie ou de neige principalement. Ça augmente jusqu'à un pic particulier, et à partir de là, vous n'avez plus rien. Et ça sera totalement vide. Alors si vous me dites ça, je vais vous dire, non, c'est pas très intéressant de s'installer sur place. Mais si vous réfléchissez, les montagnes, c'est un contre-exemple par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ce qu'on aurait pu voir. Parce que ce que je vous explique que c'est contraignant, c'est principalement si vous vivez dans les Alpes ou si vous vivez dans les zones de l'Himalaya. A l'inverse, si vous vivez dans des montagnes, dans des zones tropicales, là où dans la plaine, je vous expliquais, dans les types de déserts de peuplement verts, où il fait chaud, où il fait étouffant, où il y a des bactéries, si vous montez petit à petit dans les reliefs, ces montagnes font que les températures vont baisser, et que là où il faisait 35-40 au sol, vous allez arriver petit à petit à 25-20 degrés en hauteur. Que les précipitations ont augmenté, et si on peut les canaliser avec des terrasses, on peut pouvoir y faire de l'agriculture, notamment du riz. Et enfin, comme on est en hauteur, les moustiques ne montent plus. Donc ça veut dire que ces zones sont beaucoup plus saines. Donc, comme en français, où généralement vous détestez
les cas particuliers, et bien la montagne c'en est un. C'est un désert de peuplement sur l'ensemble de la planète, sauf dans les zones tropicales, où là ça devient un foyer de peuplement, notamment en Afrique. C'est là que vont s'installer le maximum de population, et où ils trouveront plus de nourriture, ils pourront faire pousser finalement plus de choses ou avoir de l'élevage. Il faut aussi avoir des animaux qui soient adaptés. On aura plus facilement dans des montagnes des chèvres qui sont adaptées finalement à la pente que des vaches, tout simplement, ou des chevaux. Ça paraît relativement logique. Mais donc en Afrique, vous allez vous retrouver avec des zones comme la zone des Grands Lacs, le Rwanda Burundi, ou dans certaines zones de l'Éthiopie, où il y a beaucoup plus d'habitants que dans les zones de plaine. Avec ça, nous avons vu l'ensemble des déserts de peuplement. Donc maintenant, vous allez pouvoir comprendre un certain nombre de choses et comprendre aussi une notion donc, que l'homme peut s'adapter, peut transformer son environnement ou mettre en place ce qu'on appellera des aménagements. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.